aux mains des Russes. Si Pokrovsk tombe aux mains des Russes, le résultat stratégique pour l'Ukraine sera beaucoup plus grave, parce que ça ouvrira potentiellement la route vers Konstantinivka, vers Kramatorsk, vers Sloviansk, donc des villes clés du Donbass. La grande crainte, ce serait soit d'une retraite très désordonnée, soit encore pire, d'une capitulation et donc de prisonniers de guerre. Et un Mariupol bis, c'est ce que les Ukrainiens doivent à tout prix éviter. Mais regardez, en termes de missiles et de drones, rien qu'en octobre 2025, l'armée russe a lancé 5298 drones et 276 missiles sur l'Ukraine. Est-ce qu'il faut avouer, moi je me rappelle très bien l'époque où, sur ce plateau, certains disaient « c'est fini, les Russes, ils sont vraiment au bout de leur capacité ». Ah, visiblement, ils ne sont pas au bout du bout, là. Pokrovsk est tombé, qu'ils arrêtent de vous embrouiller. Zelensky ne s'est probablement jamais rendu sur place. Tout porte à croire que les images ont été tournées ailleurs, parce que Zelensky ne contrôle plus rien. Et puis, soyons logiques. Comment une armée que l'on a décrite comme étant faible, utilisant des machines à laver, a-t-elle pu prendre une ville stratégique, symbolique et défendue que Pokrovsk? Comment la Russie que le président Macron et Jean-Noël Barrot décrivaient comme incapable de conquérir ne serait-ce que 2% des territoires ukrainiens, a-t-elle réussi non seulement à s'emparer de Pokrovsk, mais aussi à encercler d'autres régions? Comment une armée prétendument en ruine, combattant avec des pelles et des chameaux, ayant perdu plus d'1 million de soldats et utilisant des armes obsolètes, aurait-elle pu réaliser un tel exploit? Une chose est sûre, Pokrovsk est tombé, et ce n'est qu'une question de jours avant que les mêmes médias de propagande ne changent de ton, prétendant qu'ils savaient depuis un an que la ville allait tomber. Rappelez-vous, ils avaient tenu le même discours de propagande à propos de Kursk, jusqu'au jour où ils ont finalement dû admettre que Zelensky avait bel et bien perdu Kursk. Honnêtement, si vous voulez connaître la vérité sur cette guerre, oubliez les chaînes occidentales, écoutez plutôt les médias ukrainiens indépendants. Eux, au moins, ont encore ce courage de dire la vérité sur la réalité de leur pays. Nouvelle arme russe. Il s'agirait d'un navire de surface qui serait sans pilote et qui a été capable de détruire un navire de guerre factice. Voilà ce que dit le ministre de la Défense russe. On voit ces images. Ce serait lui. Vous voyez les petites choses oranges? Eh bien, c'est ça. C'est ce drone inconnu qui maintenant est connu et qui ferait beaucoup de mal. Le ministre de la Défense russe dit: les forces de la flotte de la Baltique ont été capables de détruire le navire d'un ennemi fictif grâce à l'utilisation combinée de systèmes maritimes sans pilote. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est une avancée technologique majeure qui pourrait changer la face d'une guerre, par exemple? Alors, on n'ira pas jusque-là. D'abord, première chose, il faut savoir qui est la cible de ce genre d'engin. C'est pas les Ukrainiens, ils n'ont pas de marine. Donc, ça veut dire quel est l'objectif. Donc, c'est un message qui est adressé à l'Occident. À l'Occident, aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui, peut-être dans une... La guerre change de visage. Le vrai destinataire de ce message, oui, c'est l'OTAN et surtout les États-Unis et le Royaume-Uni. La Russie dit clairement: approchez nos côtes avec vos navires, et on n'aura même pas besoin d'un missile hypersonique. Un simple drone naval kamikaze suffira pour vous couler proprement. Ce drone est une arme de zone grise, comme les Shahed iraniens. Difficile à intercepter, peu coûteux, utilisable en masse et idéal pour saturer une défense navale. Et oui, ce drone n'est pas pour l'Ukraine, mais pour ceux qui protègent l'Ukraine depuis la mer. Il disait que la Russie était à bout de souffle, qu'elle manquait de drones, de missiles, de munitions, que son armée était à genoux, que Poutine n'avait même plus de cartes en main. Mais pendant qu'il bavardait à Bruxelles, Moscou produisait en silence et en masse. Ce que la Russie montre aujourd'hui, c'est 10% de ce qu'elle possède réellement. Le reste est classifié ou réservé à une guerre plus large. Et même j'ai fini par comprendre que si la Russie sort une nouvelle arme, ce n'est pas une avancée technologique. Peut-être pour les Européens qui sont largués par la supériorité technologique russe. Mais en réalité, c'est plutôt un avertissement. Et c'est souvent la moins dangereuse du lot que la Russie dévoile. Ceux qui cyniques pour avoir fait ça le 22 mai 2020, des Martiniquais se retrouvent aujourd'hui jugés pour avoir renversé des statues qui incarnait la colonisation et l'esclavage sur l'île. Un peuple qui arrache les idoles de son bourreau n'agit pas par vandalisme. Il rétablit la vérité de sa propre histoire. L'Occident pleure ses symboles, ok. Mais qu'il pleure aussi les corps qu'ils ont écrasés. La loi française parle de dégradation de biens publics, ok. Mais la mémoire martiniquaise parle de réparation. C'est deux langues, deux mondes. Quand un noir martiniquais fait tomber ses statues, il refuse qu'on lui impose qu'il doit incarner sa liberté. C'est un acte de souveraineté, pas de haine. Ces statues étaient des totems vivants d'une domination qui n'a jamais vraiment plié les chines. Mais pour l'État français,
Ces jeunes ne sont rien d'autre que des criminels portant atteinte au patrimoine. Le même patrimoine qui a été construit sur le sang, l'exploitation et la souffrance de millions d'êtres humains. Le même État qui ferme les yeux quand son passé esclavagiste est enseigné avec des omissions, des mensonges et des demi-vérités. Le même État qui vous exhorte à accepter, à glorifier vos bourreaux comme si l'acceptation devait être la seule voie de la réconciliation. Ceux qui s'en offusquent en réalité et qui parlent de patrimoine et de loi ne font que défendre un système qui préfère effacer le cri des opprimés plutôt que d'assumer la vérité. Force à eux. Blocus pétrolier au Mali. Le ministre des Affaires étrangères voit un signal d'affaiblissement du JNIM. Oui, les terreaux sont affaiblis, incapables d'imposer une véritable supériorité militaire face aux FAMA. Ils sont incapables de mener des affrontements directs qu'ils auraient déjà gagnés s'ils en avaient les moyens. Le résultat, ils se replient sur une guerre asymétrique. Ils sabotent les voies vitales du pays, sèment le chaos, usent les nerfs de la population et provoquent la peur. Mais chaque changement de tactique est une confession d'échec. Ce n'est pas de l'adaptation stratégique, c'est une mutation forcée par la défaite. Ce blocus pétrolier n'a rien d'une manœuvre ingénieuse. C'est un geste désespéré, peut-être même la dernière cartouche. Ils savent qu'ils ne peuvent plus vaincre militairement les FAMA, sinon ils auraient déjà repris des villes, tenté Bamako, imposé une présence, mais ils ne tiennent plus le terrain, ne recrutent plus en masse. Alors, ils visent l'économie, espérant affamer le pays pour le briser de l'intérieur. Sauf erreur de calcul, le Mali a déjà résisté à pire, du nord au sud et l'est à l'ouest. Et je pense très sincèrement que le temps n'est plus l'allié de ces héros. Tandis que s'épuisent, les femmes apprennent, s'équipent, se coordonnent et peut-être, dans 6 mois, ce blocus ne sera plus qu'un souvenir. Maintenant, c'est aux Maliens d'être patients et de soutenir leurs dirigeants. Ces terreaux n'ont pas les moyens d'affronter votre armée. Ils comptent plutôt sur vous pour faire tomber Assimi Goïta. Donc, le président Ibrahim Traoré en 2025, c'est ça. Première image, croissance du PIB. Le Burkina est bel et bien en train de relever la tête et pas grâce à un système démocratique ou à des sommets internationaux. C'est sous un régime militaire que le pays dépasse la moyenne de croissance en Afrique subsaharienne. Tandis que les grandes démocraties africaines s'enlisent dans les dettes, les urnes truquées et les promesses creuses, Ouagadougou avance discrètement mais solidement avec l'agriculture et les services en fer de lance. 2. Chômage. Pendant que certains États libres continuent de faire exploser le chômage avec leur dépendance à l'étranger, le Burkina crée de l'emploi local dans l'agriculture, les petits services et les métiers liés à la résilience. Ce n'est pas un miracle, c'est juste de la volonté. La baisse du chômage n'est pas juste une statistique ici. C'est un coup porté à l'inaction et au fatalisme. 3. Pauvreté extrême. Première baisse depuis la pandémie. Les chiffres ne mentent pas. Dans un pays assiégé, menacé, attaqué, isolé, la pauvreté recule. Ce que les régimes dits légitimes n'ont pas pu faire en 10 ans, le pouvoir actuel le fait en 2. Quel est le secret? Eh bien, le Burkina s'est recentré sur l'essentiel. Ils produisent local, sécurisent les terres et cassent les chaînes de la dépendance. C'est une vraie victoire sociale. Une victoire qui ne vient ni des partenaires techniques et financiers, ni des ONG. Et enfin 4, conflit. Et c'est sans appel. Le recul des morts dans le conflit est un indicateur de souveraineté retrouvée. Le Burkina n'a pas attendu l'ONU, ni les armées européennes, américaines, ni la CEDEAO. Il a repris les armes et mené sa propre guerre de libération. Moins de morts pour la première fois depuis des années. Ça prouve que le Burkina reprend le contrôle de son territoire et ce pays est en chantier. Ce progrès a été obtenu sans démocratie au sens occidental, sans élection.